Là, encore une fois, tu vas me dire que j'insiste, mais je vais revenir sur tes collègues de première ligne. Dans ce climat anxiogène, surtout tout au début, où ça nous est tombé dessus comme ça, ils ont dû aussi s'adapter, les distanciations sociales, etc. Oui. Ça a rendu les choses un peu plus compliquées, j'imagine. Ah, ben, je pense que surtout quand tu travailles en première ligne avec un public potentiellement plus à risque que d'autres, parce que ben, voilà, quand c'est arrivé, je vais dire, à peu près au mois de janvier, quand ça a apparu, bon, on avait vu un peu ce qui se passait en Chine, mais bon, tant que c'était sur un continent lointain, aux confins de l'Asie, les gens se disaient ça ne viendra pas chez nous, ça va rester là-bas, ils vont le gérer à leur manière. Et puis quand on a vu que c'est arrivé dans les Alpes italiennes et que ça pouvait potentiellement d'une épidémie localisée pouvait devenir une pandémie et se propager un peu facilement avec la transhumance des gens et la circulation des personnes. Et quand il y a circulation des personnes, il y a circulation du virus, hein, comme le virus de la grippe saisonnière, comme la grippe intestinale et autres. On se dit, il faudra peut-être faire des choses. Et donc là, oui, on a tiré la sonnette d'alarme et les collègues nous ont dit, tiens, on n'a pas de protection, on n'a pas de masque, tout ça est arrivé vraiment au compte-gouttes en fonction des aléas. Et donc, avec les partenaires de la région qui travaillent avec ce public, on a pris les bonnes décisions, je trouve, et les bonnes décisions face à un contexte qu'on ne maîtrisait pas. Maintenant, on le maîtrise un peu mieux, je ne dis pas qu'on le maîtrise totalement, mais ce qui nous semble essentiel, c'est effectivement protéger les gens, ça c'est une condition sine qua non, mais ne pas oublier qu'il y a d'autres enjeux concomitants évidemment à la réalité sanitaire, hein, mais les enjeux d'émancipation sociale et du devenir de toute une série de personnes, pas spécialement qui sont à la rue, mais anticipativement, toute une série de personnes qui risquent de tomber dans la précarité. Et il y en a beaucoup, il y en a trop, beaucoup trop, et là on le repère déjà dès la petite enfance. On voit déjà quand des collègues qui travaillent, enfin des amis, des gens qui travaillent dans l'enseignement, déjà dans les instituts maternels et compagnie, qui voient un dénuement et des problématiques assez importantes en termes de signes de pauvreté, de signes d'indigence chez pas mal de personnes. Et là, je pense que c'est vraiment une priorité essentielle. Il y a évidemment la priorité actuelle, et qui n'est pas encore finie, de gérer ce virus, et d'arriver à vivre avec et de retrouver finalement progressivement une vie quasi normale. Je pense qu'il y aura un avant et un après, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Il y aura un avant et un après parce que voilà, les contingences font que. Mais je pense qu'il y a des combats que nous menons depuis très très longtemps, bien avant le virus, et que le virus, en tout cas que cette crise sanitaire a mis en lumière, a révélé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes déjà vulnérables, qui le sont encore plus dans le cadre d'une crise sanitaire telle qu'on l'a vécue, des travailleurs sociaux de première ligne, pas uniquement chez moi, mais je pense évidemment à tous ceux qui sont restés en première ligne, évidemment dans les hôpitaux, mais dans les EHPAD, dans le travail social avec les personnes les plus précarisées, par rapport aux personnes qui se sont occupées des migrants, toute une série d'acteurs de première ligne, souvent dans les services publics ou alors dans les associations qui viennent en aide à la population la plus fragilisée, la plus vulnérable, et qu'on a au début applaudi en disant oui c'est très bien, et que maintenant on aura tendance à dire ouais enfin bon voilà, c'est quand même leur boulot, ils ont qu'à le faire. Ouais. Et donc moi je pense que il faudra tirer les enseignements de tout ça. Si on doit utiliser à bon escient la crise sanitaire, parce que toute expérience est enrichissante à partir du moment où on tire les bons enseignements de celle-ci. On ne dit pas on passe à autre chose et maintenant la vie reprend sa petite routine. Non, il y aura un avant et un après, mais surtout ce qu'on avait déjà repéré avant, c'est-à-dire une paupérisation grandissante, un craquement de toutes parts du monde du travail avec une
une néo-exploitation aujourd'hui dans le monde du travail, où des gens travaillent pour des misères, enfin vraiment dans des conditions effroyables, pour une misère, et on est là on ne parle pas d'une société émergente ou d'un pays qui aurait tout à reconstruire après une guerre. On parle d'un pays, d'une démocratie développée, où la richesse est quand même assez importante. Et donc, je pense qu'il y a des priorités. À côté du Covid et du traitement sanitaire qui est adapté et circonscrit à cette crise sanitaire, il y a des priorités essentielles aussi pour le devenir de pas mal de nos concitoyens en termes de dignité humaine et en termes de reconnaissance de leur existence.